Si je vous passe ce bruitage, normalement, vous identifiez immédiatement le personnage. Dark Vador, un être mi-homme, mi-machine, dont on questionne même sa capacité à avoir des émotions. Un être qui ne retrouve son humanité qu'en se débarrassant justement de sa surcouche mécanique. Cette question de la frontière entre l'humain et la machine, on se la pose de plus en plus, mais c'est une question présente dans les œuvres cinématographiques de science-fiction, et ce depuis très longtemps. La plus ancienne trace qu'on peut relater est le film Coppelia, la poupée animée de Georges Méliès en 1900. On n'a aujourd'hui plus aucune image. Et dans les années 10 et 20, on va voir apparaître quelques tentatives de représentation de robots jusqu'à un film. Un film qui va changer l'idée qu'on se fait des robots et nous interroger sur leur possible humanité, j'ai nommé Metropolis. Un robot d'apparence féminine qui va mener les travailleurs de la ville à la révolte contre les élites bourgeoises. Faisons un bond dans le temps jusque dans les années 60 avec le fameux HAL 9000, dont un dysfonctionnement ou une mauvaise interprétation de ses consignes lui fait adopter un comportement violent, presque humain, et qui fait se questionner les membres d'équipage comme les spectateurs sur sa possible humanité. Son héritier direct se trouve dans le film Alien de Ridley Scott, avec Ash qui prend cette fois-ci des traits parfaitement humains. Mais c'est surtout avec Blade Runner, adapté du livre de Philip K. Dick, que Ridley Scott va davantage brouiller la frontière entre humain et machine. Et dans ce film, les Nexus 6 sont les êtres les plus parfaits jamais créés, rendant extrêmement compliqué leur identification. Et alors que Rick Deckard est convaincu qu'il doit les éradiquer de la surface, c'est Rachel, un Nexus 6, d'apparence féminine, qui va remettre en question la légitimité de sa mission et le faire basculer dans l'autre camp. Que ce soit Blade Runner, Metropolis ou même Coppelia, dans ces trois cas, ce sont des robots féminins qui viennent poser la question de la possible humanité des machines dans des films créés par des hommes. De l'autre côté de la planète, au Japon, la thématique des robots est traitée d'une toute autre manière. C'est pour eux l'occasion de créer de nouveaux kaiju comme Mechagodzilla ou Goldorak et, plus tard, Evangelion par exemple. Mais dans deux mangas, la question de l'humain-robot va trouver un nouveau souffle très inspiré par le travail des Occidentaux qu'on a évoqué précédemment. En 1989, soit 7 ans après Blade Runner, Masamune Shirow nous livre The Ghost in the Shell, qui nous présente un monde cyberpunk avec comme personnage principal le Major Motoko Kusanagi, une femme cyborg physiquement parfaite. Et un an plus tard sortira Ganmu de Yukito Kishiro, qui met en avant la lutte des classes au travers de Gali, un cyborg d'apparence enfantine dont seul le cerveau est humain. Ces deux mangas connaîtront immédiatement le succès suivi d'adaptations animées, d'abord avec Ganmu sous forme de 2 OAV, puis Ghost in the Shell qui sera le sujet du jour. En 2019, alors que la place des robots est devenue omniprésente dans le cinéma de science-fiction, Robert Rodriguez sort Alita Battle Angel, une adaptation américaine de Ganmu. Ces deux films sont adaptés de mangas qui traitent d'un monde futuriste, cyberpunk, avec un personnage principal féminin, mi-humaine, mi-cyborg. Il va donc être intéressant de voir comment ces deux films traitent cette question de l'humanité, mais aussi ce que leur pays de conception raconte sur l'époque et sur notre monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un camouflage thermo-optique, une ville flottante, un arbre généalogique et du chocolat. Deux films qui à première vue se ressemblent beaucoup mais qui en fait n'ont rien à voir. Bienvenue dans Rien à voir les films. En 2029, un hacker nommé le Puppet Master fait des ravages en infiltrant les ghosts de plusieurs politiciens. La section 9, une agence de protection civile, est dépêchée pour le trouver et l'arrêter. Le major Motoko Kusanagi, avec son acolyte Batu, des humains augmentés, vont mener l'enquête et découvrir plusieurs complots politiques impliquant des membres de la section 6. Les révélations tombent les unes après les autres et poussent le major à se questionner sur sa propre identité alors qu'ils sont sur le point de découvrir une nouvelle forme de vie. Ghost in the Shell, c'est un film ultra riche malgré sa courte durée d'1h20, un récit très dense qui mérite probablement plusieurs visionnages pour assimiler toutes les notions.
Par exemple, chez les humains, on dissocie le cerveau qui est le centre névralgique, le ghost qui est l'équivalent de l'esprit ou de l'âme connectée au réseau, une sorte d'empreinte numérique, et enfin le corps qui est une coquille, a shell en anglais, ghost in the shell, l'âme dans le corps. On a aussi cette idée de plongée qui est le fait de s'infiltrer dans le ghost de quelqu'un d'autre. À la fin du film, on assiste à une plongée de Motoko dans le Puppet Master. C'est le moment où elle va comprendre qu'il s'agit vraiment d'une entité vivante, un miroir d'elle-même, ce qui fait écho à cette sublime scène où elle plonge dans l'océan pour observer son propre reflet. Mais le point fort de ce film, c'est que même si on ne comprend pas tout du premier coup, l'ambiance visuelle nous captive quand même tant par ses décors que par ses personnages touchants qui, bien qu'augmentés avec tout plein de gadgets, sont toujours plus humains que n'importe lequel des politiciens du film. Car oui, le film aborde aussi des thématiques liées à la géopolitique, avec des manipulations en tout genre pour cacher des projets instables qui mettent en danger le reste du monde. Un film compact et complexe qui est pourtant devenu culte et a engendré de nombreux films se déroulant dans le même univers. Il a également eu droit à une adaptation américaine en live avec Scarlett Johansson. On en parlera plus tard. Mais en attendant, parlons d'une autre adaptation live avec Alita, Battle Angel. Alors qu'il fouille la décharge de la ville, le docteur Ido tombe par hasard sur la tête cybernétique encore vivante d'une jeune fille. Il décide de lui redonner vie en lui offrant un corps, en lui faisant découvrir son environnement et en la nommant Alita. Alita n'a aucun souvenir de sa vie passée, seuls persistent ses réflexes de combat et sa pratique peu répandue du Panzerkunst. Elle va devenir guerrier-chasseur, un grade qui lui permet de faire respecter la loi. Alors, entre combat de rue, romance secrète et compétition de motorball, Alita va tout mettre en œuvre pour exister et essayer de comprendre ce qu'elle est vraiment. À sa sortie, Alita était étonnant de par son parti pris d'avoir le visage de son personnage principal qui est entièrement numérique. Pour ça, ils ont dû créer tout un dispositif de motion capture en extérieur pour ne pas avoir à créer tous les environnements en 3D, comme dans Avatar par exemple. Un exemple absolument pas choisi au hasard, puisque même si officiellement Robert Rodriguez est crédité en tant que réalisateur, c'est James Cameron qui a supervisé la création du film de la pré-production au choix des cadrages en confiant la direction des acteurs et du tournage à son ami Robert Rodriguez. Il a même rencontré l'auteur du manga qui aime beaucoup le film. Alita Battle Angel nous raconte une histoire traitant de lutte des classes avec des humains artificiels, des combats dynamiques et prenants, des visuels sublimes et vertigineux, beaucoup de mystères non résolus autour des origines d'Alita et de la ville de Zalem. On sent qu'on a pour l'instant affaire à une toute petite histoire qui pourrait s'éloigner du cadre d'Iron City pour aller dans l'espace, dans de futures suites. Des suites qui tardent vraiment à arriver d'ailleurs, car si officiellement l'idée d'une suite n'est pas enterrée, en voir une débarquer sur grand écran semble de moins en moins probable au vu des entrées assez décevantes qu'a fait le film en salle et la confiance limitée des studios envers le projet. Le film a également déçu certains fans du manga qui trouvaient le film trop éloigné du travail de Kishiro, quand d'autres ont su apprécier ses visuels marqués et son ambiance tout en saluant le travail d'adaptation. Alita se déroule au XXVIe siècle quand Ghost in the Shell prend place dans un futur proche en 2019. Les deux films s'introduisent de la même manière avec un petit texte d'ouverture afin de placer un contexte. Cependant, il faut admettre qu'Alita est assez avare en informations. 300 ans après l'effondrement, c'est un peu vague. On comprend que c'est la société qui s'est effondrée, mais c'est impossible d'en connaître la cause. Une bombe, une guerre, un krach boursier, on ne sait pas. Mais le film s'empresse de nous offrir un oxymore en montrant Zalem, une cité flottante dans un monde censé être effondré. Un signe que la société s'est relevée? Pas vraiment, puisqu'après avoir vu les dessous de la ville en contre-plongée, la caméra plonge vers les ordures qui tombent vers le lieu où va vraiment se dérouler l'action du film. Elles sont là les conséquences de l'effondrement, des inégalités creusées entre la haute société qui profite du soleil et la classe inférieure qui ramasse leurs déchets. Si cette ouverture nous montre un monde réduit à deux classes sociales suite à un effondrement, Ghost in the Shell prend le contre-pied total en nous parlant d'un monde entièrement connecté à des réseaux informatiques qui n'ont pas encore balayé nations et groupes ethniques de la surface de la Terre. Une formulation très étonnante, vous ne trouvez pas? Comme si un tel progrès ne pouvait se faire sans annihiler tout ce qu'avait établi l'humanité jusqu'ici. D'ailleurs, le terme groupe ethnique m'interroge. Alors, selon Max Weber, ce sont des groupes humains qui font preuve d'une croyance subjective dans leur ascendance commune à cause de ressemblances dans le type physique, dans les coutumes ou de souvenirs partagés dans l'expérience de la colonisation et des migrations.
En somme, un groupe d'individus qui partagent la même culture et la même histoire. Le fait que les machines et les réseaux ne peuvent pas prendre le pas sur l'humanité est vraiment au cœur du film, notamment pendant la scène du combat contre le tank qui détruit un arbre généalogique de l'évolution du vivant, à l'exception des hominines. La machine peut tout remplacer, mais pas les humains. Pour en revenir à l'ouverture, on peut voir une illustration du réseau. Un plan de la ville avec des communications radio en fond, comme si tout était interconnecté. Et enfin la ville, de nuit, avec ses grands buildings en travaux. Je trouve étonnant de voir autant de bâtiments en travaux dans une ville aussi futuriste que celle-ci. C'est inhabituel, mais ça montre surtout à quel point cette transformation du monde est inachevée. Pour autant, on retrouve le côté futuriste dans les armes à feu, les camouflages thermo-optiques, tous ces gadgets qui sont interdits dans Alita, les poussant à combattre avec des armes plus anciennes. Dans les deux films, on peut cependant trouver la présence de tanks comme outil de répression et de contrôle ultime. À part ça, toujours dans Ghost in the Shell, la ville est traversée par des grandes routes, mais surtout des canaux qui ont l'air d'évoquer une montée des eaux survenue des années plus tôt. Une idée assez avant-gardiste, sachant à quel point c'est un des dangers majeurs aujourd'hui. Cette mégalopole très inspirée de Blade Runner est très éloignée d'Iron City qui se rapproche plus d'un bidonville désorganisé qui grouille de vie. Iron City, la ville de fer, renvoie à cette idée des implants métalliques qui recouvrent les corps de nombreux habitants. Contrairement à Ghost in the Shell, toute nation a bien disparu de la surface de la Terre, mais des groupes ethniques semblent continuer d'exister. Enfin, ça, c'est ce que sous-entend Alita Aido quand elle s'étonne de la multiplicité des langues. Dans les faits, on n'entend parler qu'anglais, même si on peut voir des acteurs hispaniques, asiatiques et afro-américains. Tout est mélangé pour ne former qu'une seule culture commune. Zalem, quant à elle, se place en opposition totale à Iron City de par son luxe et le rêve qu'elle représente pour les habitants de la surface. Dans ce film, un personnage aussi sadique que Vector est chargé d'entretenir cet idéal de Zalem auprès des habitants. Le rêve de pouvoir sortir de leur trou à rats pour aller côtoyer les élites s'ils accumulent suffisamment de richesses. L'idée qu'en travaillant énormément on peut devenir important fait évidemment écho à notre modèle capitaliste, qui glorifie la richesse en faisant un objectif pour toutes et tous. Ghost in the Shell ne nous montre pas tant les modes de vie des habitants à part ceux des deux éboueurs dont on découvrira que l'un d'eux est manipulé par le Puppet Master pour pirater le ghost de certains politiciens. Quand on découvre la vraie nature du Puppet Master, qui est à l'origine un virus créé par des politiciens qui a pris vie, on comprend surtout que différents groupes élitistes manipulent les populations pour s'attaquer entre eux. Un plan extrêmement sordide et déshumanisant. Pourtant, l'humanité est au cœur de la réflexion des personnages dans ces films. Dans Ghost in the Shell, le Puppet Master va plus loin en cherchant à redéfinir la vie en prenant en compte les avancées scientifiques modernes. En SVT niveau 6ème, on apprend qu'un organisme vivant est capable de respirer, de se nourrir, de grandir, de mourir et de se reproduire. Sur ce dernier point, la reproduction, comme le Puppet Master est un programme informatique, il est capable de se dupliquer à l'infini, mais si un virus venait à le contaminer, il détruirait toutes ses itérations, ce qui est un obstacle à sa volonté de vivre. Les personnages de Motoko et Batu ne sont plus que des cerveaux incorporés dans des corps cybernétiques, et le fait de manger et de boire ne semble pas être une contrainte. Donc là, la définition du vivant semble avoir évolué et ne plus correspondre à nos standards actuels. Dans ce monde, le fait de posséder un ghost, un esprit, une âme au niveau du cerveau, fait de nous un être vivant. Dans le manga, on apprend d'ailleurs que cette définition ne fait absolument pas consensus. Pour Alita, manger semble être tout de même nécessaire. Une orange, du chocolat, un plat sorti du four, son corps semble avoir besoin de nutriments, et j'en viens à me questionner sur la forme que ça a quand ça ressort. Mais bref, Alita comme Motoko est également un cerveau humain dans un corps artificiel. C'est une tout métal, ce qui la met en opposition avec les tout viande pour utiliser le vocabulaire du film. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une forme de mépris envers les tout viande comme si c'était des êtres inférieurs qui n'avaient pas suivi le cours normal de l'évolution. On glorifie les êtres avec les améliorations les plus impressionnantes au travers du Motorball. Cette évolution amène d'ailleurs des business parallèles illégaux qui consistent à récupérer de force des pièces sur les corps des athlètes. Le trafic illégal de corps artificiels est mentionné dans Ghost in the Shell, bien qu'absent à l'écran. Mais si pour nous, simples humains du 21e siècle, le corps est ce qu'on a de plus cher, que pour nous la perte d'un membre signifie plus de difficultés pour le reste de notre existence, pour les personnages des deux films, ce n'est qu'une enveloppe remplaçable à volonté. Dans ces deux films, mes scènes préférées sont celles où leurs corps partent complètement en lambeaux. Quand Motoko s'attaque au tank en essayant de le briser,
tout son corps se voit détruit par la pression qu'elle exerce. Admirez d'ailleurs la qualité de l'animation à ce moment-là, avec chaque partie du corps qui se décompose, laissant entrevoir chaque muscle à l'action avant d'imploser au ralenti. Dans le deuxième film, c'est lors du combat dans les égouts contre Growishka qu'Alita va perdre tous ses membres les uns après les autres. Admirez là aussi la qualité du ralenti qui vient imprimer l'image comme une planche de bande dessinée. Mais, contrairement à Motoko, elle va garder le contrôle de son corps et réussir à terminer son combat. Il y a aussi cette scène déchirante où Hugo, après avoir perdu son corps une première fois, va chuter après que son bras se soit effiloché. Mais pour Alita, la perte de ce corps porte aussi un autre sens, puisqu'elle va s'approprier le corps de Berserker, qu'elle a trouvé plus tôt dans le film. D'une certaine manière, elle passe d'un corps d'enfant à un corps d'adulte, plus adapté à elle, et aux contraintes physiques qu'elle s'inflige en combattant. Profitons-en aussi pour admirer la qualité des corps artificiels de ce film, le vrai avantage de passer du manga au live. Dans Ghost in the Shell, la perte de son corps porte un sens complètement opposé. Si pour Alita, c'est un passage à l'âge adulte, pour Motoko, c'est une renaissance. Elle a fusionné son esprit avec le Puppet Master, qui renaît sous les traits d'une petite fille achetée au marché noir. À partir de là, une nouvelle vie s'offre à elle dans un corps qui, à elle aussi, semble mieux lui correspondre. Inoffensif, plein de vie et d'avenir. De plus, son corps d'avant n'était qu'un exemplaire parmi tant d'autres produits en série. Ce qui est pratique dans le cadre de son métier pour passer inaperçu, mais extrêmement déshumanisant. On lui retire la possibilité d'être unique, ce qui est pourtant le propre de chaque individu. Cette déshumanisation est aussi illustrée dans tout le film par la nudité du personnage. Elle n'a aucune pudeur, comme si son corps ne lui appartenait pas. Dans la forme, ça lui sert à être complètement invisible avec son camouflage thermo-optique, mais dans le fond, c'est une forme de dissociation du corps et de l'esprit. Ils sont séparés au lieu de ne faire qu'un. La nudité, c'est quelque chose qui a été repris dans le jeu Cyberpunk 2077, où vous pouvez personnaliser toutes les parties de votre corps au début du jeu. Ça accentue cette idée de façade personnalisable, remplaçable, et ceci à volonté. Dans Alita, on retrouve un peu cette idée, mais les corps restent tout de même assez éloignés d'un corps humain, avec leur métal apparent. L'opposé du corps parfait de Motoko. Tellement parfait et dépourvu d'impureté qu'elle ne possède ni téton, ni vulve, possiblement pour éviter de rendre le dessin vulgaire, mais surtout pour appuyer le fait que son corps est son outil de travail au lieu d'être un objet de fantasme. Mais il n'y a pas qu'elle qui soit déshumanisée, puisque dans ce monde interconnecté au réseau, le piratage est très répandu et permet à des hackers comme le Puppet Master de prendre le contrôle d'un corps. On a un peu cette même idée dans Alita, avec le personnage énigmatique de Nova qui prend le contrôle de Vector sans qu'on sache comment. Dans les deux cas, ça permet à un individu extérieur de reprendre le contrôle sur une situation délicate afin de protéger ses intérêts personnels. Résumons donc. Dans les deux films, les personnages ne sont humains que parce qu'ils possèdent soit un cerveau et un ghost, soit un cerveau et la capacité de s'alimenter pour survivre en plus de la possibilité de mourir. Pourtant, ils ont tous en eux des comportements très humains. Les sentiments, la détermination, le sens du sacrifice et la notion de communauté pour Motoko, la tendresse et les petites attentions très touchantes de Batu envers le Major, l'amour que ressent Alita pour Hugo et la tristesse et le désespoir face à sa perte. Quoi de plus humain, vivant même au sens large que l'amour ? Le fait qu'elle soit prête à lui offrir son cœur au sens propre. L'amour qu'elle ressent pour Ido qui agit comme un père très protecteur aussi. Les sentiments ne peuvent pas être simulés par un programme informatique, tout du moins ils ne peuvent pas être sincères. Ce qui peut être simulé, trafiqué en revanche, ce sont les souvenirs. C'est sur ce point que Motoko s'interroge le plus. Ces souvenirs sont-ils réels ? A-t-elle été un jour humaine ou est-elle juste un programme informatique à qui on a implanté des souvenirs ? On a bien vu dans le film le cas de l'éboueur manipulé par le Puppet Master qui pensait avoir une vie de famille alors que ce n'était que des faux souvenirs. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Motoko d'être dans la même situation sans le savoir ? Comme elle le dit, personne n'a jamais vu son propre cerveau pour vérifier son humanité. Ce à quoi Batu répondra que si les autres te traitent comme un humain, c'est que tu l'es vraiment. Je paraphrase bien sûr, mais ça montre bien que la frontière entre le vivant et la machine est assez fine. Les souvenirs d'Alita sont aussi un vrai problème car elle n'en a pas. Pourtant, sa vraie nature se révèle au travers de réflexes très humains. Une position de défense totalement instinctive. Des réflexes musculaires qui lui permettent d'employer des techniques de combat comme si c'était inné chez elle. Là est tout le paradoxe de ce personnage. Malgré une apparence enfantine, elle a plusieurs centaines d'années d'existence antérieure. Le temps passe dans le film, et même si son visage ne vieillit pas, ce sont ses expressions et les évolutions de son corps qui la font prendre en âge aux yeux du spectateur, la faisant passer de petite fille à machine de guerre. Encore une fois, l'opposé de Motoko qui passe de machine de guerre à petite fille fragile.
Et là me vient l'envie irrépressible de vous parler d'un autre film qui aborde la transformation d'un humain en machine, qui prend complètement le contre-pied de tout ce qu'on vient de décrire, j'ai nommé Tetsuo de Shinya Tsukamoto. Ok, pause. Ça veut dire quoi, cyberpunk? Parce que ce mot, contraction de cyber, qui évoque le numérique, l'interconnexion, et de punk qui renvoie au désordre social, a au fil du temps créé une imagerie populaire à base de grands buildings, de néons colorés et de voitures volantes, ce qui reste assez vague. La vérité, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de définition. On fait ce qu'on veut, pas besoin de rentrer dans des cases à chaque fois. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui pourraient vous dire que Blade Runner n'a rien de cyberpunk, et ils auraient autant raison que complètement tort. Pour autant, le cyberpunk est surtout identifiable par l'idée de s'attaquer au corps humain. Implants cybernétiques, corps artificiel, tout y passe. Tetsuo s'ancre complètement dans cette idée. Si dans le cas d'Alita et de Ghost in the Shell, le passage d'humain à cyborg se faisait de manière fluide et consentie, Tetsuo renverse cette idée en basculant dans le body horror. C'est pas l'homme qui prend la machine, c'est la machine qui prend l'homme. Pour résumer très simplement le film, une sorte de maladie prolifère au Japon, transformant des humains en machines, leur faisant perdre pied avec la réalité. Simple et efficace, je dirais même brut de décoffrage. Parce que Tsukamoto, le réalisateur, ne perd pas de temps à vouloir installer un univers crédible avec des enjeux politiques ou une époque futuriste. Non, ce qui l'intéresse, c'est de travailler le côté organique et viscéral de la relation entre les personnages et la machine qui les dévore, le tout accentué par l'emploi de la pellicule 16 mm noir et blanc qui offre un style très violent et hostile au film. Le point de départ est un accident de voiture glamourisé comme un coup de foudre lors d'une première rencontre, puis une peur de la transformation comme si c'était une maladie incurable. Une souffrance atroce lorsque chaque partie de son corps devient métallique. Oui, chaque partie. Puisque Tsukamoto ouvre la boîte de Pandore en proposant une scène de sexe absolument horrible entre la copine du personnage principal et le pénis perceuse de celui-ci qui va la déchiqueter de l'intérieur après une lutte acharnée des deux parties. Le film se conclut avec un combat mêlé à une quête de vengeance entre deux hommes-machines dans leur forme la plus aboutie. Un combat qui se conclut par la fusion des deux, laissant entrevoir une possible romance gay qui les conduit à l'apaisement et à la volonté de conquérir le monde. Et là vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je sais pas, mais c'est fascinant. William Gibson, l'écrivain derrière Neuromancien, créateur du genre cyberpunk, dira même que Tetsuo est le tout premier film cyberpunk alors qu'il est sorti en 1989 après Blade Runner et Vidéodrome. Tsukamoto s'est largement inspiré d'ailleurs de l'œuvre de David Cronenberg, mais aussi et surtout de David Lynch avec son Eraserhead pour proposer un film quasiment muet, reposant principalement sur son esthétique. Le Japon vu par Tsukamoto est aliénant sans malheur et sans joie, donc sans vie. Le personnage principal est un salaryman sans personnalité parmi tant d'autres. La machine va lui apporter une nouvelle manière d'être et surtout une nouvelle raison d'être en passant par la souffrance, lui rendant ainsi la vie. Comme si vivre ne pouvait plus se faire sans être une machine. Tetsuo est contemporain de Ghost in the Shell et de Ganmu. C'est un tout petit film qui a eu d'énormes répercussions sur le cinéma international et probablement aussi sur les deux films qu'on traite aujourd'hui. Si je vous parle de Tetsuo, c'est aussi parce que ce film a eu droit à deux suites qui sont à chaque fois des relectures du premier film. Tetsuo 2 permet de clarifier le propos du premier film, et le troisième a comme particularité d'avoir été tourné en anglais dans le but d'être vu par un public international, et surtout
américain. Et quel échec! Tsukamoto ne sait pas parler anglais, le projet était bancal dès le début, et l'idée de départ avec le film perd complètement sa radicalité au profit d'une linéarité assez ennuyeuse au final. Étrangement, et c'est un sentiment qui m'est propre, j'ai l'impression que lorsqu'une œuvre japonaise traverse le Pacifique pour être adaptée par des Américains, ça vire souvent à la catastrophe. Le meilleur exemple est probablement Godzilla, qui porte une symbolique politique ultra forte au Japon, mais qui perd tout son sens aux mains des Américains et qui en font au mieux des divertissements convenus, au pire des films plats sans saveur. Cette appropriation de la culture japonaise par Hollywood existe dans le but d'étendre leur soft power à travers le monde. Une manière de montrer qu'ils sont sur tous les terrains et que tout leur appartient alors qu'on est bien loin du compte. Pourtant, Pacific Rim existe. Avec ce film, Guillermo del Toro a réalisé le film américain le plus japonais ayant jamais existé. Des combats de méca géants contre des monstres géants, quoi de plus japonais? Alors que le film n'adapte aucune œuvre en particulier. Avatar aussi pioche, voire plagie des œuvres japonaises. Et c'est super, le résultat, hein, pas le plagiat. Même l'arrivée du Terminator nu dans le film éponyme symbolisait déjà à l'époque une désolidarisation du corps et de l'esprit qui a sûrement inspiré Ghost in the Shell. Star Wars aussi pioche énormément dans le cinéma japonais de samouraï des années 60. Les cultures s'enrichissent mutuellement, et ça c'est beau. Alors, pourquoi ce besoin de s'approprier des œuvres japonaises? Tell me who you are. It's Cutter. He found us. En 2017 est sorti le film live américain Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, et même si une partie du public semble l'avoir apprécié, qu'on connaisse ou pas, l'original ne change rien. Ce film est une purge absolue. Déjà, c'est une adaptation d'une adaptation, ce qui est très bancal comme projet. Et là où le film d'animation piochait des passages du manga pour raconter une histoire cohérente, ce film pioche dans celui de Mamoru Oshii pour ne rien en faire. Il se contente à certains moments de refaire plan pour plan des passages de l'animé sans en comprendre le sens, tout en ajoutant une surcouche d'action mal filmée. Il détourne complètement le personnage du Major pour en faire un robot presque sans conscience, manipulé par une méchante corporation au lieu d'une femme forte et indépendante, le tout étant extrêmement aseptisé pour être bien tout public et en plaçant l'action dans une ville japonaise trop Blade Runner-esque, avec plein de personnages japonais qui parlent un anglais parfait, sauf les 3 personnages principaux qui sont blancs. Une pratique qui s'appelle donc du whitewashing, que j'interprète surtout comme une appropriation colonialiste typiquement américaine. Enfin, je veux dire, quitte à adapter, pourquoi situer le récit au Japon et pas aux États-Unis? Ça aurait fait sens. Allez, 2 bons points. Ce costume de geisha robot est super cool et ce plan est bien cadré. Est tellement bien cadré qu'il revient à 3 reprises dans la même scène. Attends, qui a réalisé ce film? Oh, dis donc, Rupert Sanders, le gars qui a fait le The Crown de 2024. Pas étonnant que le film passe autant à côté de son sujet. La fin de l'anime Ghost in the Shell est un des points qui en font un chef-d'œuvre. Créer une forme de vie nouvelle à partir de 2 entités incomplètes. Ici, non. Le Puppet Master, qui n'a même pas de nom, meurt et on n'en parle plus. Même le Major, Mira, n'est pas complètement détruite après avoir attaqué le tank. Et là, vous pouvez me rétorquer qu'adapter, c'est trahir, et vous avez entièrement raison. En témoigne le film Ghost in the Shell, qui n'a rien à voir avec le manga. Le film doit adapter en 1h20 348 pages de récit, ce qui est tout bonnement impossible. Mais Mamoru Oshii ne s'est pas contenté de faire des coupes drastiques. Il a pris quelques éléments du manga pour créer un nouveau récit, et en a ajouté énormément d'autres comme la nudité, le combat final et tout le design de la ville, en modifiant au passage complètement la personnalité ainsi que le chara-design du Major. Une trahison au service d'un récit cohérent et unique qui ne se contente pas d'être un portage image par image d'un média à un autre, ce qui n'empêche pas Oshii de se saboter lui-même, et ce, bien avant les Américains. Connaissez-vous Ghost in the Shell 2.0? En gros, c'est exactement le même film, mais avec certaines scènes qui ont été entièrement refaites en 3D immonde. Le saut du building, la plongée, le final, des scènes exceptionnelles dans le film original,
complètement saboté. James Cameron, quand entre deux avatars il se lance dans la production d'Alita, il n'adapte pas que le manga mais aussi une partie des OAV. Par exemple, en incorporant le personnage de Shiren qui est absente de l'œuvre originale mais existe dans les OAV dans le but de fluidifier le récit qui doit tenir en 50 minutes. Par contre, dans un film de 2 heures, son apparition ne fait pas grand sens et elle est rapidement rendue inutile. La scène avec le chien qui se fait découper vient également des OAV et sa mort est beaucoup plus violente que dans le film live. D'ailleurs, dans le manga, Growishka kidnappe un bébé à la place, ce qui le place à un niveau de cruauté encore plus élevé. Il y a ici une volonté de rendre le récit tout public avec du sang bleu par exemple, alors que le manga d'origine est extrêmement violent et réservé à un public averti. En plus de ça, le film se perd en voulant adapter les 3 premiers tomes tout en y incorporant un peu au chausse-pied la partie Motorball qui arrive normalement beaucoup plus tard. À un moment qui est raccord avec l'évolution de Gali dans le manga. Et oui, Alita est le nom américain de Gali qui nous est imposé dans ce film. Mais alors, pourquoi Alita Battle Angel réussit là où Ghost in the Shell version US se rate lamentablement? La force du film de Cameron et Rodriguez est d'avoir compris l'essence même du manga pour l'adapter à la sauce américaine, avec une mise en scène plus orientée vers le spectacle grand public, avec des effets spéciaux au service de la narration et un casting anglophone totalement assumé. On peut tout à fait trahir, modifier, réagencer pour créer quelque chose de nouveau. Alita Battle Angel est une bonne adaptation du manga. Imparfaite, bien sûr, mais très bonne. Dans beaucoup de films américains, la question posée est est-ce qu'au fond, il ne pourrait pas être humain? Les Japonais avec Ghost in the Shell, Ganmu et donc Alita et bien d'autres œuvres vont plus loin en se questionnant sur la nature profonde de ces humains cybernétiques et de leur place dans le monde. Adapter, ce n'est pas refaire en plus joli, mais comprendre pour raconter autrement. En ça, Ghost in the Shell réussit parfaitement cette entreprise. Et Alita Battle Angel fait figure d'exception dans l'appropriation culturelle des États-Unis. Pour conclure, on a donc 2 films qui viennent interroger la nature profonde d'individus mi-humains, mi-machine. L'un en rendant son humanité à une machine à tuer, l'autre en créant une nouvelle forme de vie. Tout ça au travers de 2 mondes futuristes ayant évolué de manière opposée, l'un cyberpunk traditionnel, l'autre cyberpunk post-apocalyptique. 2 films qui sont assez librement adaptés de manga, l'un par le Japon, l'autre par les États-Unis, trahissant ainsi le média d'origine pour l'adapter à leur public avec chacun leur propre style, et pour autant ces 2 films se placent dans une lignée qu'on avait abordée en début de vidéo, celle des œuvres créées par des hommes qui mettent en scène des personnages robotiques dont on va questionner la nature réelle au travers de personnages féminins. Des personnages féminins vus par des hommes qui les filment comme étant des êtres physiquement parfaits, représentant d'une certaine manière un idéal fantasmé. Mais là où ces 2 films se démarquent, c'est par la manière dont ils traitent le sujet. L'un en filmant un corps nu, désincarné sur lequel on ne porte pas de regard sexualisant, et l'autre en étant un corps chargé d'histoire qui ne demande qu'à être raconté. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Si ce soir vous n'avez rien à voir, eh bien vous pouvez retrouver Alita Battle Angel sur Disney+, et Ghost in the Shell sur Max. Et bien évidemment, les 2 films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao!